Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h17 sur BFM Business et sur RMC Découverte et sa parole est rare. Jean-François Bonnert, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes procureur de la République financier, 4500 procédures, 12 milliards d'euros rapportés au budget de l'État. C'est ce qu'a rapporté le PNF depuis 10 ans. Voilà tout le travail réalisé. Il a été lancé après l'affaire Cahuzac le 1er février 2014. Quand vous regardez derrière vous le bilan, est-ce que c'est un bilan quantitatif, c'est-à-dire que le montant des amendes permet de dire que c'est un succès, ou faites un bilan qualitatif? Écoutez, le succès, ce sera certainement à d'autres personnes de l'évaluer. Le bilan que je fais aujourd'hui, après 10 ans de fonctionnement du parquet national financier, c'est un bilan, je pense, dont on peut être fier. Fier, non pas d'accumuler les condamnations ou de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, même si c'est important, puisqu'à une certaine époque, ces amendes étaient parfois payées dans les caisses de trésor public étrangers. Aujourd'hui, le parquet national financier a traité effectivement pas loin de 4000 affaires. Il y a eu un peu plus de 3500 ouvertures d'enquête. Travail qui a été effectué, je tiens à le dire et à rendre hommage à l'équipe, par une petite équipe. Nous sommes aujourd'hui 46 personnes, dont seulement 20 magistrats. Nous avons autour de nous également des assistants spécialisés et je note depuis maintenant plusieurs mois une volonté très forte du ministère de la Justice de continuer à nous équiper pour que nous soyons à la hauteur des enquêtes que nous dirigeons, des enquêtes que nous diligentons, que nous faisons effectuer par les services de police, de gendarmerie, par l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales. Bref, tout un travail d'arrache-pied, parce que ce sont des infractions qui sont terriblement compliquées et qui requièrent une attention et surtout une concentration de tous les instants. Il fonctionne de manière spécifique, ce PNF, puisque vous signez des transactions à l'amiable avec des entreprises ou des personnes physiques qui s'acquittent d'amendes pour éviter les poursuites judiciaires. C'est ce qui se fait dans d'autres pays, comme aux États-Unis depuis des années. À la naissance justement de ce parquet, on a dit que c'est une justice à l'américaine, c'est une justice pour les riches, pour ceux qui peuvent payer ces amendes. 10 ans plus tard, ce débat chez vous entre magistrats dans le monde de la justice et dans le business, il est toujours aussi présent, ou on a dépassé ça? Alors c'est un débat dont j'ai le sentiment qu'on est en train de le dépasser. Il n'est peut-être pas encore complètement acquis que la justice transactionnelle, parfois certains parlent de justice négociée, c'est un terme que je n'aime pas trop parce qu'en réalité c'est quand même le ministère public, c'est le parquet, c'est le PNF qui impose la cadence. Si nous entrons en voie de discussion avec une entreprise pour faire une CJIP, une convention judiciaire d'intérêt public, le modèle que nous avons pris du système anglo-saxon, c'est d'abord le parquet qui le décide. C'est moi qui décide si nous allons vers une CJIP ou pas. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, on n'est pas non plus entre les mains d'acteurs extérieurs, c'est le parquet qui dirige, c'est le parquet qui a la main. Après, c'est vrai que c'est une justice nouvelle, d'un type nouveau, mais qui a eu l'énorme avantage de nous imposer, notamment sur la scène internationale. Aujourd'hui, les Américains, les États-Unis, mon homologue ou mes homologues américains nous considèrent comme des égaux. Là où auparavant de grandes entreprises, on a quelques noms en tête, Société Générale, Alstom, etc., ont été condamnés par les Américains. Aujourd'hui, si c'est des faits avérés, c'est nous, en France, qui faisons le travail. Nous faisons le job, comme disent les Américains, tout simplement parce qu'il y a une justice, à un moment donné, qui doit être rendue, et nous y contribuons. Alors, la justice négociée, pour l'appeler peut-être par ce nom-là, la CJIP, le plaidé coupable, qui est la CRPC, la reconnaissance préalable de culpabilité, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce sont des outils qui sont à notre main, que nous décidons, mais qui représentent aujourd'hui un peu moins de 20% des affaires. Tout le reste, ce sont des affaires qui vont à l'audience. Lorsque de lourdes peines d'emprisonnement sont prononcées, ça a été le cas par exemple dans les affaires de taxe carbone, c'était le tribunal correctionnel, dans sa formation classique, collégiale, qui a décidé, qui a tranché. Donc voilà, la justice négociée aujourd'hui n'a pas vocation à éclipser
les autres modes de fonctionnement, la CJIP étant une alternative aux poursuites, et c'est la raison pour laquelle nous l'utilisons, mais de façon dosée, de façon réfléchie. Vous êtes une instance indépendante, mais il faut quand même que vous ayez l'accord du parquet de Paris qui doit valider la décision, valider l'avancée. Il y a des fois où il dit non, il dit ça ne va pas, il va falloir qu'il y ait un procès. Ça a été le cas notamment de Vincent Bolloré. Est-ce que c'est un cas à part et on a dit non pour une raison symbolique? Est-ce que finalement on dit non régulièrement dans ce type d'affaires? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce cas-là? Alors, petite correction, c'est pas le parquet de Paris, c'est le tribunal de Paris, c'est le juge du tribunal de Paris, en général le président du tribunal, puisque dans notre système de justice transactionnelle ou de justice négociée, c'est toujours un juge qui a le dernier mot. Et ça, c'est une valeur constitutionnelle qui est très importante, qui évite également qu'on puisse pousser éventuellement le parquet ou que le parquet se pousse lui-même, se propulse lui-même dans des directions qui, à un moment donné, entraînent une réaction négative. Alors, vous citez l'affaire Bolloré. Oui, effectivement, il y a eu à la fois une CJIP qui, elle, a été validée et une CRPC, un plaidé coupable qui, lui, n'a pas été homologué pour un motif que le juge pouvait parfaitement mettre en avant, qu'il a fait en disant « ce sont des faits qui sont graves, qu'on ne peut pas régler par une CRPC, mais qui, de son point de vue, nécessitent le passage à l'audience ». 3 juges, audience classique sur plusieurs jours, débat contradictoire. C'est une décision que nous avons évidemment acceptée. Il ne nous appartient pas de la refuser, ni surtout pas de la commenter. C'est des décisions... Mais c'est fréquent? Ce type de décision est intervenu également dans d'autres dossiers, mais dont on parle beaucoup moins. Voilà, à nous ensuite de savoir nous adapter. Cette affaire viendra très vraisemblablement à un autre stade, puisque le dossier a été retourné au juge d'instruction. C'est la procédure qui le prévoit. L'affaire est encore en cours entre les mains du juge d'instruction et dans les prochains mois, vous en saurez un peu plus. Dans les dossiers retoqués, c'est quoi? 1 sur 10, 1 sur 100? Oh non, c'est beaucoup moins. Le taux d'échec aujourd'hui de la CRPC, nous avons fait passer une centaine de personnes, on va dire, en CRPC. Les échecs, c'est de l'ordre de la dizaine ou de la quinzaine, quelque chose comme ça, oui. Donc 10% peut-être... Comment ça commence? Comment vous commencez à faire une enquête? Vous auto-saisissez? Vous avez des lanceurs d'alerte? Si vous avez des plaintes de petits actionnaires, par exemple, comment ça débute une enquête? Eh bien, c'est tout ça. Tout ça à la fois? C'est tout ça à la fois. Le parquet, par définition, s'auto-saisit, peut s'auto-saisir. Nous avons un système de veille source ouverte. Nous écoutons, nous regardons ce qui se dit aux antennes, mais également sur les réseaux sociaux. À partir de là, nous avons des éléments qui viennent vers nous. Nous sommes également alimentés beaucoup à la fois par les privés. Je reçois tous les jours des courriers de personnes privées qui soit me dénoncent une personnalité politique de la ville ou du département où elle réside, ou viennent me dénoncer parfois aussi des agissements économiques et financiers au sein de l'entreprise. Alors évidemment, à nous de voir si nous sommes compétents ou pas. Nous n'avons pas vocation à traiter tout le domaine, tout le champ économique et financier. Et ensuite, nous avons bien sûr nos partenaires institutionnels. Je pense à la Cour des comptes, je pense aux chambres régionales des comptes, je pense à tous les articles 40 que les administrations peuvent nous adresser. Les signalements de Tracfin également, qui sont très précieux, très importants. Le travail qui est fait par l'Agence française anticorruption, l'AFA, permet également dans le champ préventif parfois de déceler des comportements qui peuvent relever de la loi pénale. Et bien à ce moment-là, l'AFA, comme ces autres institutions, nous écrivent en faisant ce qu'on appelle un article 40, une dénonciation officielle. Ensuite, il y a la définition des amendes. On parlait tout à l'heure, on a fait les grands dossiers que vous aviez traités. Il y avait Airbus avec cette amende record de 2,5 milliards. Comment on estime que c'est 2,5 milliards? Qui évalue le montant de l'amende? Alors ça, c'est le travail des magistrats du PNF. C'est le travail également de quelques-uns de nos assistants spécialisés qui sont de fins connaisseurs du monde de l'entreprise, du domaine du chiffre, parce que c'est vrai que là, on rentre dans des spécificités très précises. Nous avons également des lignes directrices que nous avons publiées, que nous avons rénovées et publiées dans leur nouvelle édition en début d'année 2023. Ça fait maintenant 1 an. Ce sont là des éléments, si vous voulez, qui nous permettent de
de préparer cette alchimie très fine qui consiste à ne pas dépasser, bien sûr, un maximum qui est prévu par la loi, qui est très élevé. Je rappelle que Airbus, dans le cadre de la CGIP, encourait une peine d'amende d'intérêt public de 18 milliards. Ah oui. Là aussi, on avait emmené Airbus devant une audience correctionnelle classique. D'où l'intérêt de plaider la coupable. Peine encourue n'était que de 5 millions. Pour des faits de corruption qui étaient planétaires. Donc là aussi, ça permet de remettre un petit peu les enjeux, je dirais, en équilibre. Et ce travail de calcul, évidemment, nous le faisons bien sûr avec la personne morale, avec l'entreprise et surtout, bien sûr, avec ses conseils. Le rôle des avocats, là, est très important. Il nous a permis, au PNF d'ailleurs, de réenvisager le travail avec les avocats, des avocats spécialisés, puisque nous-mêmes, nous sommes des magistrats spécialisés. Et donc là, nous avons un travail très intéressant, absolument passionnant. Mes équipes sont toujours particulièrement sensibles à ce type de travail, parce qu'il y a effectivement de gros enjeux. Il faut évidemment sanctionner une entreprise quand c'est nécessaire, mais il ne faut pas non plus l'éteindre, c'est-à-dire la tuer par une amende qui serait excessive. Vous nous aviez dit qu'on aurait des suites dans l'affaire Bolloré. Est-ce qu'on aura des suites sur le cas de Rachida Dati, qui est aussi suivi par vos services? Alors c'est un dossier qui est suivi, effectivement, qui est actuellement à l'instruction, donc vous comprendrez que je ne puis pas en parler davantage, mais c'est un dossier que nous suivons de très près. Merci beaucoup Jean-François Bonnert d'avoir été avec nous, patron du PNF, procureur de la République financier.